Avant de retrouver comme un jeudi sur deux la médiatrice de Radio France, ce sera après 13h20. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, épidémie, la bourse ou la vie, l'économie ou la santé. Après la croissance, et si la vitalité de nos écosystèmes devenait la priorité? C'est la question que pose aujourd'hui notre invité, l'économiste Éloi Laurent, enseignant à Sciences Po, à Pont-Paris Tech et Stanford aux États-Unis. Après nos mythologies économiques, il publie aux éditions des Liens qui libèrent. Et si la santé guidait le monde? Plein emploi, pleine santé. Il plaide dans cet essai pour un nouveau contrat social. Bonjour à vous, Éloi Laurent. Bonjour. C'était hier, mercredi 28 octobre, 20h. Emmanuel Macron prend la parole. Il annonce de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Et il demande aux Français de se reconfiner. Au nom de quoi? Je ne crois pas à l'opposition entre santé et économie que certains voudraient instaurer. Il n'y a pas d'économie prospère dans une situation sanitaire dégradée avec un virus qui circule activement. Et je vous le dis très clairement, il n'y a pas non plus un système de santé qui tient s'il n'y a pas une économie forte pour le financer. C'est donc un juste équilibre qu'il nous faut sans cesse rechercher, sans jamais perdre de vue un principe intangible. Pour nous, rien n'est plus important que la vie humaine. Donc télétravail, donc chômage partiel, donc aussi et surtout une partie d'entre nous qui pourront continuer à aller travailler. Vous réinstaurez, vous, l'opposition santé-économie, ou est-ce qu'elle vous semble aussi stérile comme au président de la République? Est-ce que c'est l'équilibre qui doit être trouvé? Écoutez, je pense que là, il y a deux choses à dire. La première chose, c'est que, à l'évidence, la santé est première par rapport à la question de l'économie pour une raison très simple qui est que quand on est mort, c'est très difficile de consommer et quand on est malade, on n'est pas productif et que donc il y a simplement une question logique qui est que la santé des personnes en fait conditionne la possibilité de l'activité économique. Mais il y a un autre problème qui est que je ne sais pas ce que sont les certains que vise le président de la République qui aurait voulu imposer une opposition entre santé et économie, mais il est manifeste qu'il en fait partie. C'est-à-dire que, à la fois, toute son action depuis son arrivée au pouvoir a visé à dégrader le système de santé et de soins en France au nom d'impératifs économiques. Donc, dans les faits, il a, lui, imposé une opposition entre santé et économie, c'est-à-dire qu'il a imposé des principes de gestion, par exemple à l'hôpital public, ce qui a conduit à une dégradation des capacités de soins et de santé dans ce pays, ce qui a conduit à la dégradation de la santé des Français. Bon, premièrement. Et deuxièmement, dans la stratégie face au Covid-19, il est parfaitement clair que la France a privilégié à chaque fois une vision étroite de la croissance économique au détriment de la question de la santé. Quand on compare par exemple avec un pays comme la Nouvelle-Zélande, la nouvelle première ministre, la première ministre reconduite de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a fait son discours de réélection sur le thème « La seule stratégie économique qui vaille, c'est une stratégie sanitaire ». En fait. Et c'est comme ça que nous allons affronter cette pandémie. Alors, au printemps dernier, c'est quand même vraiment le choix de la santé qui avait été fait. C'était même un choix qui a pu étonner certains, puisque c'est la première fois qu'on entendait un discours autant porté sur la vie dans un contexte comme celui-ci. Et on a eu le fameux coûte que coûte. Non, quoi qu'il en coûte plus exactement, mais c'était pas un choix, c'était exactement comme hier, il n'y avait aucune autre solution. Si vous regardez le discours d'hier, c'est très frappant, il commence par tout ce que nous ne pouvons pas faire, pour finalement donner la seule solution possible, qui est ce que nous pouvons faire. C'est un aveu d'échec total, c'est-à-dire que de même que ce qui s'est passé au printemps, c'est le simple fait de reconnaître qu'une fois qu'on a détruit les écosystèmes de la biodiversité qui provoquent des pandémies comme la pandémie de Covid-19, on est contraint à des choix qui sont des choix médiévaux, des politiques médiévales qui consistent à enfermer tout le monde et à mettre fin d'ailleurs non pas à l'économie mais à la coopération sociale, qui est beaucoup plus précieuse que l'économie qui n'est qu'une facette de la coopération sociale. Donc tout ça, ce sont des non-choix. La vraie question, c'est, moi ce qui me frappe, si vous voulez, c'est le défaut d'analyse de cette crise par ce gouvernement comme par les autres. À l'évidence, la décision d'hier est un triple échec. C'est un triple échec par rapport aux critères même que s'était fixé le gouvernement, qui n'était pas de reconfinement national. Bon, nous y sommes, donc c'est un échec par rapport à ça. C'est un échec par rapport au printemps, puisque nous avons exactement la même situation à 6 mois d'intervalle, qui est qu'on a attendu grosso modo 1 mois de trop pour ensuite devoir appuyer extrêmement brutalement sur le frein, parce qu'on n'a pas été capable de le faire graduellement. Et c'est un échec par rapport à un certain nombre d'autres pays dans le monde qui sont parvenus à des stratégies un peu plus graduelles. Mais le plus grave échec dans tout ça, c'est qu'il n'y a absolument aucune stratégie. Et c'est là où
cette crise est impitoyable parce qu'elle met à nu ce défaut de stratégie et ce défaut d'analyse. À aucun moment, nous avons un gouvernement qui explique ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, c'est que nous sommes rentrés dans un siècle nouveau. Un siècle dans lequel la santé humaine et la santé des écosystèmes sont irrémédiablement entrelacées. Ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé avec cette pandémie de Covid-19, c'est ce qui s'était déjà passé il y a 20 ans avec le SRAS. C'est une crise de la frontière homme-animal, c'est une destruction des écosystèmes et de la biodiversité qui rendent nos systèmes économiques profondément insoutenable. Cette pédagogie-là de la crise, d'expliquer simplement ce qui est en train de se passer, elle n'a jamais été faite. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, on comprend que les écosystèmes, la biodiversité, la biosphère est première. Elle conditionne, bien entendu, la santé humaine, parce qu'il y a un lien inextricable entre santé humaine et santé des écosystèmes. Et seulement ensuite, on peut commencer à parler d'activité économique. Mais si vous essayez de remonter la chaîne à rebours de ça, en faisant une activité économique qui va détruire les écosystèmes et la santé humaine, c'est totalement contre-productif. Cette pédagogie-là, cette analyse-là, en fait, n'a jamais été faite correctement et clairement. Et donc, du coup, on a l'impression... Donc, il n'y a pas de prise de conscience sur ce sujet-là pour vous, toujours aujourd'hui, à quelques heures du deuxième confinement. Non, il n'y a pas de prise de conscience. C'est-à-dire qu'on on voit bien, par exemple, que la priorité n'a pas du tout été donnée, y compris dans les 6 derniers mois, à la question de la santé, à la question de la santé des soignants, à la question du système de santé. Absolument pas. On a voulu faire des plans de relance de l'économie, mais ce n'est pas du tout la question de la relance de l'économie là qu'il importe de faire. Ce qu'il importe de faire, c'est qu'il faut réinventer complètement l'économie au XXIe siècle pour la mettre en phase avec ces réalités-là. Parce qu'il faut quand même financer, il faut quand même des moyens pour financer la santé. Ça, tout le monde est d'accord. La question, c'est aussi celle des choix et des orientations qu'il va y avoir. Vous dites, aujourd'hui, pas de prise de conscience. Et en même temps, ce livre, il est quand même un peu chargé d'espoir, Éloi Laurent, celui d'un changement de paradigme qui pourrait advenir à partir de cette pandémie qui pourrait changer la donne et permettre ce passage d'un monde à l'autre. Avec un début, une amorce d'action en ce sens qui aurait été faite, vous le dites, on l'a vu le 7 avril dernier avec le choix d'un gouvernement ou de la moitié des gouvernements du monde de préférer quand même la santé de leur population à la croissance de leurs économies, faute d'avoir pris soin jusqu'ici de la vitalité de leur écosystème. Alors dans le faute d'avoir pris soin jusqu'ici, on entend ce monde d'avant que vous racontez aussi, ce monde où des questions de rentabilité, où ces questions économiques prévalaient sur toutes les autres. Comment, à vos yeux, Éloi Laurent, le confinement est en train d'agir comme un révélateur ? Le confinement agit comme un révélateur parce que, au fond, la question des épidémies, des pandémies, c'est pas nouveau. Il y a un siècle, c'est d'ailleurs pour ça que c'est tellement, en un sens, rageant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent ce matin en étant en colère parce qu'ils se disent que depuis 6 mois, on a finalement très peu progressé sur ces questions-là, alors que ce scénario-là était écrit, le scénario de la deuxième vague était écrit en mars. Et il était écrit parce qu'il a été écrit il y a un siècle avec la grippe dite espagnole. On sait que le scénario de la grippe dite espagnole, c'est le fait que ça naît au printemps, puis ensuite en été, on relâche un certain nombre de mesures. On parle de relâchement comme si c'était un problème individuel et moral. C'est pas du tout. Le problème n'est pas avec les personnes, c'est un problème de santé publique. Ça n'est qu'un problème de santé publique. Donc les responsables de la santé publique ont relâché un certain nombre de mesures. Et ensuite, on a eu une deuxième vague à l'automne absolument meurtrière, beaucoup plus qu'au printemps, et une troisième vague en hiver qui a été plus meurtrière que celle du printemps, mais moins meurtrière que celle de l'automne. Ce scénario-là, absolument inexorable, et c'est là qu'on voit la force du déni humain, on a tenté par tous les moyens de le conjurer. La réalité, c'est qu'il est là. Mais une fois de plus, la question, c'est de comprendre d'où ça vient, pourquoi ça se passe et pourquoi effectivement on est rentré dans un nouveau siècle. Et ce qu'il y a de nouveau, ce que j'ouvre le livre comme ça, en disant le 7 avril 2020, le 21e siècle a vraiment commencé. Au fond, un certain nombre de chercheurs dont je suis savent que le 21e siècle, ça va être le siècle des crises écologiques. Et j'essayais de chercher, je me disais, mais quelle est finalement la date inaugurale de ce siècle des crises écologiques ? Eh bien, c'est le 7 avril 2020, parce que le 7 avril 2020, on comprend que nos systèmes économiques sont devenus insoutenables au point même où ils vont nous priver de ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire la socialisation. Quand on dit on a sacrifié la croissance économique ou l'économie, ça ne veut rien dire. Ce qu'on a sacrifié, c'est la socialisation, c'est la coopération, c'est-à-dire véritablement le sel de la vie humaine. C'est ça qu'on a sacrifié. Et on l'a vu d'ailleurs avec cette histoire de couvre-feu. Au fond, quand on dit à partir de 21h, rentrez chez vous jusqu'à 6h du matin, on ne sacrifie pas l'économie ou l'activité économique. Ce qu'on sacrifie, c'est les relations amicales, les relations amoureuses, etc. Et c'est ça qui nous fait vivre. Donc on est face
à un problème très simple. Nous sommes en train de détruire notre habitat et cette destruction de notre habitat va correspondre à une destruction de notre humanité. Voilà. Et tant qu'on n'arrivera pas à construire des systèmes économiques qui préservent notre habitat, on n'arrivera pas à préserver notre humanité. Et le siècle d'avant, il était comment? Puisque nous avons là changé de monde. C'était aussi le siècle où un monde où l'on croyait en la toute-puissance du progrès. Peut-être qu'on a même été aveuglé par ça, et notamment sur les questions de santé. On pensait traitement, savoir-faire, vaccins, hôpitaux, médicaments, que tout ça serait illimité. C'est illimité si on en prend soin. Mais si on saccage l'hôpital public comme on le fait depuis 15 ans en France, on en payera des conséquences. Si vous regardez la performance de la France, pour utiliser un mot pour le coup très économique, face à cette pandémie, on est dans un groupe, très clairement, depuis 6-7 mois, qui est le groupe des pays de l'austérité sociale en Europe. On voit que l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, etc. sont à peu près sur la même tendance, qui est à la fois des infections absolument massives du fait de la mondialisation, mais surtout une vulnérabilité très grande. La grande faiblesse de la France, et je fais cette analyse dans le livre, qui est d'analyser la première vague, parce que la deuxième vague, elle commence seulement maintenant. On en reparlera dans 2 mois, quand on aura peut-être 30 000, 40 000 morts supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Mais les 35 000 morts en question, la première vague, qu'est-ce qui s'est passé? Le vrai indicateur terrible pour la France, c'est l'indicateur entre le nombre d'infections et le nombre de décès. C'est un indicateur de vulnérabilité sanitaire. C'est là où on a été particulièrement vulnérable. Et une fois de plus, quand on essaye de dire à des gens, voilà ce que nous allons faire pour la deuxième vague, il faudrait peut-être commencer par expliquer ce qu'on a fait pendant la première et ce qui n'a pas été. Et ce qui n'a pas été, c'est qu'on se rend compte qu'on a un système de soins et de santé qui est profondément épuisé par les politiques d'austérité absurdes qu'on lui a imposées depuis 15 ans, et une population qui est en bien plus mauvaise santé que ce qu'on pouvait penser. C'est ça la vulnérabilité française. Et c'est évidemment, ça va se reproduire à nouveau là, puisque ces 2 éléments n'ont pas été corrigés. Donc voyez, la santé, c'est la prospérité, mais c'est aussi la protection. Ce qui fait que vous êtes protégé aujourd'hui contre le Covid-19, c'est que vous n'avez pas des comorbidités, c'est que vous êtes en bonne santé. Et ça va être de plus en plus le cas. La santé, c'est un bouclier. Ça doit être une boussole dans le 21e siècle, mais c'est aussi un bouclier. C'est ça qui va nous protéger des crises écologiques au niveau individuel et au niveau collectif. Ça se dégrade encore et encore, mais quand est-ce qu'à vos yeux, et c'est peut-être un changement plus que politique, mais aussi dogmatique, quand est-ce que la rentabilité a commencé à prendre le pas? Grosso modo, au moment de l'émergence, disons, des indicateurs du néolibéralisme dans la gestion publique. Donc il y a 25 ans à peu près, on a commencé. Moi, j'ai en tête toujours un discours qui m'avait absolument sidéré, qui était ce discours d'une diabétologue qui disait, voilà, le cauchemar a commencé quand le tableau Excel est devenu le chef de service. Quand je me suis rendu compte que ce qu'on me demandait de faire, c'était pas du soin, c'était du séjour, et que je devais remplir des tableaux Excel qui devaient devenir verts alors qu'ils étaient rouges. Et ce jour-là, le jour où le tableau Excel est devenu le chef de service, le cauchemar véritablement a commencé. Et je veux dire, les sapeurs-pompiers n'ont pas dit autre chose quand ils ont rendu leur rapport qui est resté confidentiel en disant tout ça, c'est une gestion absolument comptable de la part des agences régionales de santé, etc. On voit absolument partout dans le système de soins des gens qui disent on ne fait plus de soins. Ce qu'on fait, c'est simplement de la gestion comptable. Et ça, évidemment, ça a des conséquences absolument terribles quand vous devez affronter ce genre d'épidémie. Parce que, au fond, il y a trois messages simples dans ce livre. Le premier message, c'est qu'il n'y a pas d'arbitrage entre l'économie et l'environnement. Il n'y a pas d'économie sans environnement, point à la ligne. Il n'y a pas d'arbitrage entre économie et santé. Il n'y a pas d'économie sans santé, point à la ligne. Et ensuite, il faut construire des protections collectives parce que le siècle qui vient va être un siècle qui va nous secouer. Ça va être un siècle où les crises écologiques vont être absolument massives. Si, alors que ces crises arrivent, qu'elles sont là, qu'elles vont se multiplier, on est en train de démanteler nos protections, c'est littéralement absurde. Quand la crise a frappé, en mars 2020, la France était occupée à saccager son système de retraite après avoir saccagé son système de santé. Ça, c'est une folie. Défaire les protections collectives quand on a des chocs aussi violents qui nous arrivent dessus, c'est tout simplement une folie. Et c'est pour ça que vous appelez, notamment dans ce livre, Éloi Laurent, à revoir aussi notre État-providence. On va juste faire un éclairage sur cette question de la rentabilité et de la gestion comptable et financière de nos systèmes de santé avec l'exemple
l'exemple du médicament et avec un extrait d'un reportage d'Envoyé spécial de février 2016 où l'on entend Marisol Touraine sur cette question donc de comment se fixe le prix de nos médicaments. On écoute. Si la question c'est est-ce que le prix du médicament est trop élevé, moi je vous dis oui. Je vous dis oui, mais aujourd'hui, nous sommes dans une période où c'est chaque pays, isolément, qui négocie pour ses médicaments. Et vient un moment où l'industriel, surtout lorsqu'il est seul à produire un médicament, dit, dans les autres pays, on a accepté tel ou tel prix. Si vous n'acceptez pas ce prix, alors moi je ne mets pas le médicament sur le marché. La France non plus n'a pas eu le choix. Le Sovaldi coûte cher. Alors, pour la première fois de sa carrière, le docteur Melin n'a pu soigner que 15% de ses patients. On ne peut plus rien faire. Avant, tous les patients qui avaient une hépatite pouvaient être traités. Aujourd'hui, les coûts de traitement font qu'on nous demande de ne traiter que les patients les plus sévères. On est obligé de trier les malades aujourd'hui. On nous en parle aujourd'hui comme un risque, comme une fatalité presque, si il y a trop de cas graves avec le coronavirus, trop de lits de réanimation occupés. Il va falloir faire le tri des malades. Mais là, on l'entend dans ce reportage, pour d'autres motifs, pour d'autres raisons, le tri avait déjà commencé. Oui, ça, c'est vraiment un autre problème. Mais en revanche, ça nous conduit directement à la question du vaccin. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait que des entreprises ont eu des budgets absolument colossaux. On parle de plusieurs milliards d'euros pour développer de manière accélérée, dans une opération sans précédent par sa vitesse, des vaccins. La question de savoir quel va être ensuite l'accès aux vaccins des populations, à quel coût est-ce que ça va être facturé? Est-ce que les entreprises qui développent ces vaccins vont refacturer en quelque sorte pour des motifs de profit? Donc c'est toute la question de l'industrie pharmaceutique qui est effectivement derrière cette question du vaccin. Aux populations et donc au système de sécurité sociale. Et bien sûr. Et ensuite, qui aura accès à ces vaccins? Bien sûr, et la question de savoir si ça va être mutualisé ou pas. Donc si vous voulez, ces questions sont absolument majeures. Elles ont effectivement été colonisées. Moi, dans le livre, je dis on est passé de la question de l'économie de la santé à la santé de l'économie. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous avez par exemple des analystes qui sont là pour essayer de rassurer des marchés financiers déprimés. Et vous avez des gens qui vous expliquent que les entreprises sont malades, que les entreprises sont mortelles. C'est-à-dire qu'on a complètement, en fait, l'économie concrètement a pris la place du malade. Donc on a un vrai problème en termes d'idéologie. Mais la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bon. Et ce qu'on fait, enfin ce qu'on peut faire, ce que moi j'essaye de proposer dans ce livre, c'est de dire au fond, il y a un concept qui peut nous aider à essayer de trouver une solution pour réconcilier cette réalité fondamentale de la santé humaine avec la santé des écosystèmes, et c'est l'idée de pleine santé. Au milieu du siècle dernier, vous avez le rapport Beveridge, et vous avez tout un système social qui est construit autour de la notion de plein emploi. Et le plein emploi, c'est bien plus que la question de l'emploi, c'est la protection sociale, etc., etc. Et d'ailleurs, les questions écologiques sont largement absentes à ce moment-là. Aujourd'hui, je crois que le grand médiateur entre le monde humain et le monde des écosystèmes dont nous faisons partie, c'est-à-dire non pas la nature, mais le reste de la nature, c'est la santé, et c'est maintenant la question de la pleine santé. Et la pleine santé, ça veut dire... Et la pleine santé, ça veut dire aussi le temps long, et ça veut dire donc repenser les indicateurs. Vous faites entrer un nouvel indicateur qui est celui de l'espérance de vie. Pourquoi? Oui, parce que je pense que l'espérance de vie, fondamentalement, si vous voulez, ce livre prend la suite de Sortir de la croissance. Dans Sortir de la croissance, j'essaie de montrer pourquoi il faut sortir de la croissance du PIB comme indicateur fondamental de l'horizon social, disons, et comment on peut le faire pratiquement. Mais la question, c'est ensuite pour faire quoi? Et en un sens, l'idée, c'est sortir de la croissance pour entrer dans l'espérance. Ce qu'il y a après la croissance, qu'il y a après ce monde du XXe siècle, c'est fondamentalement, effectivement, l'espérance de vie et la pleine santé, c'est-à-dire tous ces indicateurs de santé qui, à mon avis, sont infiniment supérieurs que les indicateurs type croissance économique et même taux de chômage pour comprendre les défis du XXIe siècle et pour saisir le développement humain. L'espérance de vie, c'est un indicateur qui permet de voir les inégalités, alors que la croissance ne permet absolument pas de les voir. C'est un indicateur qui permet de prendre en compte la question des crises écologiques, alors que la croissance du PIB ne permet absolument pas de le prendre en compte. Et c'est aussi un indicateur qui permet de dépasser l'illusion de cette question du plein emploi. Regardez la société américaine. La société américaine, avant la pandémie, c'est 3% de taux de chômage. 3% de taux de chômage, c'est l'indicateur donné par Beveridge en 1944 sur ce qu'est une société en plein emploi. Et pourtant, il ne fait aucun doute que la société américaine est une société malade. Avec une espérance de vie en baisse? Avec une espérance de vie qui a baissé de façon très importante pendant 3 ans, ce qui est absolument sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, le plein emploi, si ça veut dire travailler tout le temps au prix de sa santé, ça peut être un paravent presque aussi
mortel que la croissance économique. Donc c'est pour ça que je propose vraiment de recentrer les choses sur les indicateurs de santé, ce qui inclut aussi la santé mentale. Parce que le confinement, et le gouvernement n'en prend absolument pas compte aujourd'hui, c'est bien sûr des problèmes de santé mentale extrêmement importants. C'est 30% des Français aujourd'hui qui se plaignent de troubles liés à la question du confinement. Et on y retourne, ça veut dire que ça va évidemment réaugmenter. Donc la pleine santé, c'est la santé dans toutes ses dimensions et toutes ses ramifications. Santé physique, santé mentale, la question des écosystèmes, la question des inégalités sociales de santé, la question des inégalités environnementales. Toutes ces dimensions-là. Et tout ça, c'est pas dans le Ségur de la santé Non, il n'y a rien dans le Ségur qui a de la été santé lancé au là-dessus. début de l'été? Non, dans le Ségur de la santé, si vous voulez, la question environnementale, c'est-à-dire la question centrale du XXIe siècle, c'est comment est-ce que les centres de soins peuvent réduire leur empreinte écologique. Bon, c'est une question importante, assurément. La question des masques que nous portons là aujourd'hui et de savoir comment ça se recycle ou pas, c'est évidemment important. Mais c'est bien plus fondamental que ça. C'est la question de la santé environnementale, c'est la question de la santé des enfants en lien avec la santé environnementale. Toutes ces dimensions-là sont totalement absentes. C'est la question de ce que j'appelle l'état social écologique. C'est-à-dire un État social qui, au XXIe siècle, intègre la question écologique et est capable de proposer aux citoyens des protections sociales écologiques pour toutes ces crises qui vont se multiplier. Mais l'espérance de vie, on a quand même le sentiment que ça a toujours été un sujet de préoccupation mondiale. On a régulièrement des rapports de l'OMS qui tombent et sortent. Encore, il y a quelques années, 2-3 ans, un rapport disait que depuis les années 2000, l'espérance de vie dans le monde avait augmenté de 5 ans environ. Comme quoi, on se dit que ça reste une préoccupation de la gouvernance mondiale. Ça, de la gouvernance mondiale, bon, d'abord, il faudrait s'entendre sur ce qu'est ou pas la gouvernance mondiale. L'OMS n'a pas de pouvoir de gouvernance, pouvoir de recommandation et d'agenda, ce qui est déjà beaucoup. Et puis, ok, mais je veux dire, quel pays du monde aujourd'hui gouverne son économie avec l'espérance de vie? Vous avez entendu, vous, beaucoup, le gouvernement parler du fait que l'objectif central, c'était de maintenir l'espérance de vie des Français, l'espérance de vie en bonne santé des Français, et qu'on allait se donner le moyen, par exemple, quand on vote un budget comme le budget de la France, de faire en sorte que la priorité, ce soit maintenir l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Non, à l'évidence, non. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. La Nouvelle-Zélande, encore elle, l'année dernière, a pour la première fois adopté un budget de bien-être dans lequel la priorité, c'est la santé, et notamment la santé des enfants. Donc on peut le faire, mais à l'évidence, on ne le fait pas aujourd'hui. Alors, vous avez déjà évoqué quelques pistes. Éloi Laurent, comment on passe du plein emploi à la pleine santé? Eh bien, Comment on y entre dans ce nouvel état social écologique? alors, c'est comment on entre dans l'état social écologique en reconnaissant que les questions environnementales sont désormais déterminantes pour deux choses qui sont le bien-être humain, d'accord ? On ne peut pas comprendre le bien-être humain au XXIe siècle sans la question des canicules, des incendies, des inondations, du changement climatique, etc., etc., d'accord ? Donc ça suppose des réformes institutionnelles. Quand on propose de créer une nouvelle branche de la sécurité sociale sur la dépendance, bon, c'est très bien, mais quid de la vulnérabilité écologique ? Si vous voulez, la grande branche de la sécurité sociale du XXIe siècle, c'est la branche de vulnérabilité écologique. C'est comment est-ce que toutes les autres branches de la sécurité sociale sont touchées par ça. Il n'y a pas une catégorie de la population française qui échappe à la question, d'une façon ou d'une autre, des crises écologiques. Et puis l'autre question... C'est quoi exactement la vulnérabilité écologique ? La vulnérabilité, c'est le fait, par exemple, que vous avez, à partir de 2020, une canicule sévère en France au minimum par an, c'est Météo France qui le dit, peut-être 2, peut-être 3, et que vous avez des personnes âgées isolées qui sont massivement exposées au risque de canicule. On parle de milliers de morts par an, d'accord, compte tenu des épisodes de canicule. Est-ce qu'on a aujourd'hui en France un plan qui permet de répondre à ça ? Est-ce qu'on a un plan qui soit structuré, une vraie stratégie pour répondre à la question des inondations structurelles dans un certain nombre de villes de France, comme par exemple Montpellier ? Est-ce qu'on a un plan qui permette d'adapter les espaces urbains et ruraux à la question du changement climatique qui va s'intensifier, ce qui veut dire un certain nombre de phénomènes qu'on a pu le voir dans la vallée de la Roya ? Tout ça, c'est des questions de vulnérabilité écologique. D'accord ? Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on a des politiques publiques qui protègent contre ça, ou bien est-ce qu'on fait comme avant l'invention de l'État-providence à la fin du 19e siècle, et comme on a fait pendant des siècles, c'est-à-dire débrouillez-vous. Et alors cet État-providence, justement, il est quand même une chance, plutôt même une fierté de nos pays, de nos sociétés, de nos modèles. Mais vous dites qu'il a quand même vieilli, qu'il est plus totalement adapté. Vous n'appelez évidemment pas à le détricoter, mais à le renforcer. Par quoi ? Par quelle boule prendre ? Ça devrait être quoi aujourd'hui les priorités de cet État stratège ? Alors, moi, je ne dis pas du tout qu'il a vieilli. Moi, je dis que l'État-providence, c'est l'institution stratégique du XXIe siècle. C'est l'institution la plus géniale de l'histoire de l'humanité. Simplement, il a été... affaibli. C'est très différent.
d'accord ? Il a été affaibli, il a été démantelé. Et le président de la République française s'est rendu compte le 12 mars qu'il y avait un État-providence en France et que c'était ce qui permettait de faire tenir l'économie. Ce n'est pas l'économie qui fait tenir l'État-providence, c'est l'État-providence qui fait tenir l'économie. C'est ça la colonne vertébrale de l'économie française. Si vous enlevez ça, l'économie s'effondre. On peut avoir une croissance économique qui s'effondre de près de 10%, chute historique, et avoir une économie qui tient encore debout parce que l'État-providence l'a fait tenir. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout une institution qui a vieilli. C'est une institution dont la force n'a jamais été aussi importante, qui est une institution stratégique pour le XXIe siècle et qu'il faut adapter aux nouvelles conditions du XXIe siècle, c'est-à-dire le fait que les crises écologiques sont des risques sociaux. Qu'est-ce qu'il va falloir sacrifier pour arriver à cette société de la pleine santé, Éloi Laurent ? Il va falloir sacrifier l'économie comme idéologie fondamentale et comme organisation première dans la société. Il va falloir sacrifier l'économie comme idéologie. Il va falloir oublier nos mythologies économiques. Il va falloir avoir une vision réaliste des choses, c'est-à-dire oublier ces fantasmes que sont la croissance économique, le PIB, la Startup Nation, la finance, toutes ces illusions, et revenir au réel. Et le réel, c'est la question sociale et la question écologique. Donc il va falloir sacrifier nos illusions. Et alors là, on vivra mieux et plus longtemps ? On peut l'espérer. En tout cas, on peut espérer qu'on traverse la première moitié du XXIe siècle qui va être une épreuve incontestable. Et on peut espérer que dans cette épreuve que nous traversions, on arrive à changer radicalement nos systèmes économiques pour qu'à partir de 2050, on ne bascule pas dans l'autodestruction du bien-être humain. Voilà. C'est rien de moins que ça, l'enjeu. Je présentais quand même votre essai en disant que c'était un livre et un essai à la fois programmatique et aussi porteur d'espérance. Là, vous êtes quand même sur un ton passablement grave et on comprend que l'heure n'est pas réjouissante. On l'a bien tous perçu. Il y a quand même des raisons d'espérer. Vous sentez quand même un frémissement, une direction positive qui est en train d'être prise aujourd'hui. On terminera là-dessus. C'est un livre entièrement d'espoir. C'est un livre qui n'est tourné que vers la question de l'espérance. Absolument que vers la question de l'espérance. Nous avons absolument tous les moyens. Si l'année 2020 démontre quelque chose, c'est que tous les discours sur l'impuissance politique sont absolument des illusions. On a tous les leviers en main, à condition de faire des analyses lucides de ce qui nous arrive et de commencer à réfléchir sur ce qui nous arrive. On ne sortira pas de cette crise si on ne la comprend pas. Et l'électrochoc est peut-être en train de se produire. Merci beaucoup à vous, Éloi Laurent. Et si la santé guidait le monde, l'espérance de vie vaut mieux que la croissance. Votre nouvel essai vient de paraître aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci d'être passé autour de cette grande table. Merci beaucoup. Il est 13h23 sur France Culture.